Salut à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de LVDLE, la voix de l'entrepreneur. On est sur l'épisode, je crois, 12, 13, hein, c'est ça, Raph? Ouais, je crois qu'on est 14. 14e. 14, il me semble que c'est 14. Ouais. Ça passe beaucoup trop vite, C'est une trop belle aventure, voilà, on continue à avoir des invités d'exception et c'est ce qu'on aime. On aime apprendre des autres, entendre et écouter voilà, des histoires qui sont inspirantes sur plein de sujets différents. Et ça, c'est trop cool. Vous allez voir, aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi qui est vachement intéressant. Voilà, aujourd'hui, on a un super invité. Il a un agenda rempli plus que personne d'autre dans ce monde, je crois. Voilà, il organise plein d'événements géants sur Paris, mais pas que. Voilà, il nous raconte tout, évidemment, et il se présente juste après le jingle. Salut à tous et bienvenue sur La Voix de l'Entrepreneur. Je m'appelle Gab. Moi, c'est Raph. Notre seule mission, vous faire découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Retrouvez-nous un dimanche sur deux avec un nouvel invité pour un nouvel épisode. On vous attend évidemment sur toutes les plateformes et les réseaux sociaux. En attendant, c'est parti pour un nouvel épisode. Ah putain, t'as pas enregistré? Ah si. T'inquiète. Voilà, notre invité aujourd'hui, c'est Michael Amar, le roi de la Paris Blockchain Week. Vous en avez certainement entendu parler. Merci Michael d'être avec nous. Merci de me recevoir. Écoute, on est super ravis de t'avoir. On a hâte d'entendre voilà, toutes tes expériences et tous tes conseils sur l'entrepreneuriat. Mais alors avant tout, notre question de base, tout le monde y passe. Michael, comment ça va? Écoute, ça va bien. J'ai dans l'action, beaucoup de travail, mais avec la bonne énergie et un bon drive. Donc ça va bien. Génial. Génial. Alors pour commencer, on a toujours l'habitude, on a toujours ce petit rituel de poser cette question-là à nos invités. Selon toi, c'est quoi être entrepreneur et c'est quoi la mentalité la mentalité d'un entrepreneur? Je pense qu'il y a une phrase que je dirais, c'est get shit done. C'est celle-là en fait. Tu as ton objectif et whatever it takes, tout en restant dans le bon côté de la loi, bien sûr. Ouais. C'est de tout faire. Faut pas prendre un non comme un non et Tu fonces et en jusqu'à que fait, tu arrives à t'atteindre ton objectif. faut foncer. Ouais. Mais c'est pas. Je me permets d'être un peu plus long en fait dans ma réponse après mon accroche, mais tu sais parfois tu dis bon il faut s'accrocher, il faut être résilient, mais parfois il faut apprendre vite aussi pour pouvoir tourner la page. Et moi j'ai eu une grosse donc j'ai longtemps habité aux US et ça m'a marqué. J'avais levé beaucoup d'argent pour une boîte et j'ai un concurrent qui avait levé autant d'argent. Mais en fait, lui, il cramait comme un dingue. C'est-à-dire qu'il prenait les plus gros stands dans les plus gros salons, il prenait ses clients en jet privé, il faisait des trucs de dingue. Et je suis allé le voir au bout de la 2e année sur la même conférence. J'ai fait, mais attends, je connais ton prix de vente, je vois à peu près combien tu as de clients, je vois tes coûts, ton staff, etc. Mais dans moins d'un an, tu n'as plus de cash. Il me dit, ouais. Je fais, ok, et qu'est-ce que tu fais si tu lèves pas? Il me fait, je ferai autre chose. Et en fait, Ouais. nous les Français en général, on n'a pas ce mindset-là, tu vois. Eux, ils sont go big or go home, et nous, on veut tenir quoi qu'il se passe, et la durée. Mais je pense que parfois, il y a des vertus à savoir vite si t'as tort ou raison. Par exemple, tu lances un produit, tu fais de la pub en ligne, est-ce que tu vas faire 10 euros par jour ou tu vas en mettre 1000 euros par jour pour savoir si tu as assez de volume pour faire des stats et voir si ton truc tient. Je schématise, mais Ouais, bien Ouais. sûr. c'est pas toujours évident. Parfois, tu te dis c'est dur, mais bon, est-ce que c'est parce que c'est normal que ce soit dur ou est-ce que c'est un signe un peu de là-haut qui me dit t'es en train de faire une connerie, arrête-toi. C'est jamais facile de savoir. Ouais. Ok. Ok. Écoute, on a trop hâte de savoir si toi aussi tu as eu des signes de là-haut et de savoir un petit peu si tu as vu des signes un petit peu où il fallait que tu crames un petit peu moins d'argent. Donc on a hâte d'entendre tout ça. Est-ce que tu pourrais d'abord, avant tout, te présenter voilà, en quelques lignes, enfin savoir un peu quel a été ton parcours ces dernières années, ta carrière pour nos auditeurs? Ouais. Écoute, moi j'ai quasiment pas fait d'études. J'ai monté ma boîte à 21 ans. C'était en 94, une première boîte qui faisait du développement web, développement de site web. Et je peux te dire que c'était laborieux Ouais, c'est d'essayer assez de tôt, non? convaincre des corpos. C'est tellement tôt qu'il y a plein de boîtes qui me disaient mais on n'ira jamais, on n'aura jamais de site web, tu vois. C'est Hmm. parmi les plus grands médias que tu connais aujourd'hui nous avaient dit ça à l'époque. Ok. Bon, les mecs qui nous ont dit ça, ils sont plus là. Ouais, bien sûr. Et leurs Les plus boîtes, elles grands sont visionnaires. et leurs boîtes, elles font la plupart de leur CA en ligne. Mais moi, j'étais dans l'époque où tout le monde disait non, en fait. Donc, on a dû se battre. Et
Mais c'est une aventure qui est bien tournée parce qu'on a commencé à être rentable quand même 5 ou 6 ans après, qu'une trentaine de salariés. Ok. Dans la T'as foulée, j'ai commencé tout créé seul? on était 2. D'accord. On était 2 et dans la foulée, on a créé une boîte une agence média. On était la première agence, en France à être très focus sur le ROI, dans le digital. Hmm. Et du coup, on était une première agence indépendante en France dans les années 2005, de Ok. mémoire. Et on a fusionné les boîtes. Et on les a vendues à une boîte qui avait un bureau de R&D à Palo Alto, où je suis parti vivre en 2007. Et j'ai remonté une boîte là-bas autour des biens virtuels. C'était pas encore de la blockchain, mais c'était des digital currencies, donc très très proches. Ok. Une boîte qu'on a montée avec Facebook, notamment en principal partenaire. Alors, toi, tu as Et fait ça parce que c'était quelque chose qui te plaisait, parce que tu voyais l'opportunité. Pourquoi exactement tu t'es lancé bah, dans ça? alors, déjà, moi, j'étais parti aux US pour faire l'accompagnement quand j'ai vendu ma boîte, pour découvrir, peut-être trouver une idée là-bas et la réimporter en France. Ok. Et en fait, j'ai trouvé une idée là-bas, hein. En 2 mots, j'ai vu un article un jour dans le New York Times que les gens qui jouent à Farmville, vous êtes un peu trop jeune pour vous en rappeler, mais Farmville, c'est un des plus gros jeux sociaux de l'époque. Mhm. Les gens jouaient depuis Facebook et devaient créer une Ouais. ferme virtuelle, etc. Et en fait, l'article dans le New York Times disait que ces gens-là, en fait, c'était des femmes. Donc, c'était pas des ados boutonneux, c'était des femmes de Mhm. 43 ans, 2 enfants. Ok. Et déjà, à l'époque, pour driver ce trafic-là, tu payais 3-4 € du clic quand tu étais un marchand et que tu voulais avoir cette audience. Et là, elles passaient 4 heures par jour à cliquer comme des machines pour avoir leur engrais, leurs vaches et je sais pas quoi. Et donc, et Facebook avait créé une monnaie qui te permettait d'acheter ces virtual goods, en fait. Ouais. Et mon partenariat avec Facebook, c'était que j'ai réussi à avoir l'exclusivité et à faire en sorte d'être la seule boîte au monde qui pouvait offrir ces virtual goods à part Facebook. Donc, on a créé une plateforme Ah, waouh. d'incentive qui était, ouais, c'était achète chez Walmart et gagne des Facebook Credits. C'était le nom de virtual Ok. goods. Et donc, c'était très proche de la blockchain et des tokens et tout ça. Donc, j'ai vu Ouais. très tôt l'appétence pour la notion de valeur perçue, de gratification instantanée. Euh, donc, c'était marrant. Et donc, en 2017, je rentre en France. Et là, je me mets à fond dans la blockchain, Donc, crypto. tu restes 10 ans aux États-Unis quand même. Ouais, ouais, Tu as dit. super aventure Ouais. à tous les niveaux. C'est quoi le plus gros, le plus gros insight que tu peux avoir par rapport à ce qui se passe Ah, aux États-Unis, en France? Ça va trop vite. bah écoute, c'est que en fait, t'as les meilleurs au même endroit. Donc, bah, c'est Ouais. comme si tu vas jouer au foot à Villeurbanne et que tu te retrouves à jouer au Barça, quoi. Ça Ouais. veut dire Ouais. que le terrain, il est mieux, les préparateurs physiques sont mieux, les supporters font plus de bruit, tout, en fait. Et donc, tu te retrouves dans un concentré d'avoir quelque part les meilleurs du monde entier. Mhm. Et en plus, quand tu es passionné un peu, comme tous les gens qui sont là-bas, tu es passionné par la tech. Donc, je crée mon équipe de foot. Mais à côté de moi, donc je jouais avec un mec de Google et un mec d'Apple et un mec qui montait sa startup sur le machin Ouais, et c'est l'autre ça. qui T'es était entouré VC, de etc. super bons. Alors, il y en a que ça peut saouler, mais comme moi, c'est mon boulot et ma passion en même temps. C'était génial parce que j'apprenais. Tout le monde avait un cerveau 10 fois plus gros que le mien. Et donc, Mhm. j'apprenais avec tous les gens que je rencontrais. Ouais. En plus, dans un cadre, bah, c'est super sympa. C'est la Californie du Nord qui fait moins beau que Los Angeles, mais le lifestyle m'allait très bien aussi. Ouais. Donc tu te retrouves avec des gens qui sont plutôt ouverts au networking. Je pense que je me suis fait plus de réseau dans mes premiers 18 mois dans la vallée que dans mes 10 ans d'avant en France. Ouais. Donc c'était propice à vraiment un épanouissement total. Ouais, ouais. Donc déjà en 2008, 2009, il y avait déjà cet esprit-là de faire du réseau, de rencontrer des gens, etc., quoi. Ah bah ouais, Ça date pas même d'hier, avant. Ouais, ouais. même avant ça. Ok, trop bien. C'est aujourd'hui une aventure que tu conseillerais pour ceux qui le peuvent de partir aux États-Unis, ou aujourd'hui en France, en Europe, on a quand même des infrastructures, des personnes autour de nous qui nous permettent d'être aussi bons que les States. Alors, ça a beaucoup changé. C'est pour ça que 80%, tu vois, des expériences que je peux raconter sont irrélevantes aujourd'hui, pour Mhm. être très sincère. Parce qu'à mon époque, il n'y avait pas de truc qu'on pouvait vérifier sur ChatGPT, parce que Ouais, tu vois, d'accord. quand j'avais dit à 21 ans que je veux être entrepreneur, là c'est stylé quand tu le dis, mais à l'époque, tout le monde prenait pour un débile qui savait pas c'est comme je disais que j'étais SDF, tu vois. Ouais. Ouais. T'as personne qui te suivait, les banques, même quand on avait 20 salariés, disaient non, mais c'est trop dangereux, on pouvait pas emprunter pour acheter une voiture. Nos salariés Mhm. pouvaient emprunter pour acheter un appart, mais nous on pouvait pas acheter une voiture, tu vois.
Ok, ouais. Donc c'était un monde quand même très différent où c'était pas bien vu d'être jeune entrepreneur. Euh, et quand je suis parti, les entrepreneurs français à succès dans la tech, il y en avait pas, il y en avait quelques dizaines, même pas en fait. Et qui parlaient bien anglais, il n'y en avait pas beaucoup. Et je reviens 10 ans après, et ça m'a beaucoup marqué. C'est les efforts de la French Tech, mais c'est aussi les Erasmus, etc. Tu as d'un coup, et bon, il y a accès à Internet, et donc au knowledge Internet, qui était incroyable. Et donc j'ai retrouvé des gens qui avaient 10 ans moins que moi, mais qui avaient une maturité quasiment comme la mienne, en fait, quand je reviens Ouais. en France. Parce qu'ils parlaient anglais, et d'un coup, quelque part, comme ça, fast forward 10 ans, et c'était structuré, ils savaient quand ils parlaient de lever, ils savaient ce que ça veut dire le vesting, moi je savais pas à leur âge, etc. Donc j'ai trouvé une France qui s'était bien redynamisée. Et si tu me demandes aujourd'hui, je te dirais, il y a encore un edge, parce qu'il y a quand tu es dans une concentration où tu as les plus gros fonds du monde, les plus gros cerveaux du monde, parmi les meilleures universités du monde, etc., dans un enclos comme ça, une cocotte minute, et c'est petit, hein, que Palo Alto, c'est 40 000 habitants, tu vois, Ouais. t'as Ouais. Stanford qui est collé, t'as quand même encore les sièges de Meta, etc., donc c'est pas mort la Silicon Valley. Mais je vois notamment dans la blockchain où c'est beaucoup plus décentralisé. Tu as quand même des hubs. Tu as un hub à Dubaï, tu as un hub à Lisbonne, tu as un hub à Paris, tu as un petit hub à Londres, tu as un hub à Porto Rico, etc. Donc, avant, c'était vraiment tout dans la Silicon Valley, je schématise. Et dans les 10 dernières Aujourd'hui, ça années, se déploie un petit ça se peu. déploie. Ouais. Ouais. Ouais, Partout, ouais. ouais. Wow, Ça se génial. décentralise. Ça se Très bien. décentralise. On va en parler un petit peu de la décentralisation. Ça, je sais que c'est un sujet qui passionne Raph. Si vous vous posez 10 minutes avec Raph, c'est sûr qu'il vous donne 30 000 conseils. Eh, mais Ouais, t'as non, vu ce nouvel et juste article? pour nos éditeurs, pour la petite anecdote, quand j'ai contacté Mickaël sur LinkedIn, il m'a tout de suite dit, écoute, on se parle dans quelques temps, parce qu'il était juste avant la Paris Blockchain Week, on va en parler, mais tout de suite, il m'a proposé un ticket, ce que j'ai trouvé super, super gentil. Il m'a dit, si tu veux un ticket, je t'en file avec grand plaisir. Donc voilà, c'était super gentil. J'en profite pour te remercier encore une fois. J'espère que Petite- tu as aimé. Ouais, et donc tu es rentré après 10 ans des États-Unis, donc tu es rentré en France, c'est ça? Ouais. Et donc tu étais déjà avec une idée, comment ça s'est passé en fait quand tu es arrivé en France? Tu avais déjà un plan Non, alors écrit ou... j'étais encore impliqué dans ma startup d'avant, des US, donc j'ai travaillé avec encore pendant 2 3 ans et j'ai commencé en parallèle à me lancer vraiment sérieusement dans la blockchain. Et je me suis dit qu'en fait, c'était l'époque des ICO, etc., si vous vous rappelez, donc 2017-2018, il y avait un manque de visibilité de tout. Donc ça veut dire qu'il y avait des centaines de projets qui sortaient, avec des difficultés qui est qu'il n'y avait pas de marché local, donc c'était international par défaut. Les technologies, c'était pas clair parce que il y en avait qui sortaient tous les jours, tu savais pas sur quoi tu devais développer. Il y avait cette notion de token, donc il y avait des problèmes de juridique aussi. Et il y a les corpos qui s'y intéressaient mais qui savaient pas comment regarder le schmilblick. Donc on s'est dit, il y a un coup à faire un accélérateur pour essayer de faire, de faire grandir en fait des startups et de faire le matchmaking avec les corpos. Et donc j'ai créé un incubateur qui s'appelait Chain Accelerator, que j'avais basé à Station F, et on avait pris 70 desks, et on a aidé, je sais pas, une trentaine, quarantaine de startups à éclore. Et en parallèle, on aidait aussi des très gros projets internationaux à venir en Europe à faire un go-to-market. Et ça a très bien marché, sauf qu'il y en a plusieurs qui nous ont quand même dit, oui, bon, c'est super ce que vous faites, mais bon, l'Europe, la France... c'est sympa, mais pour la crypto, pas trop, quoi. Ah Enfin, il ouais. n'y Ouais, a c'était pas pas assez grand-chose qui se développé. passe. On voit pas trop l'intérêt à vraiment se développer là. Et du Hmm. coup, quand j'ai eu plusieurs fois le même feedback, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il n'y a pas vraiment de concurrence internationale en Europe, et encore moins en France. Donc on s'est dit, on va tenter, et on a lancé la Paris Blockchain Week avec une première édition en 2019, de 1700 personnes à Station F, avec une vision d'être, oui, on l'a gardé, international, donc 80% d'audience internationale. Premium, bah là on fait notre événement au Louvre, par exemple. Et et on a les Rien que ça. VIP, on a les CEO des plus grosses boîtes au monde. Waouh. Et agnostique de technologie. On n'est pas une techno, mais on est là pour servir l'ensemble des technologies qui vont faire avancer la décentralisation et la blockchain. Ok.
Juste pour en revenir à l'incubateur, juste pour qu'on comprenne, c'était uniquement du coaching ou vous prenez de l'equity? C'était Ouais, on prenait de enfin, l'equity, on faisait des intros à des corpos, on aidait. En fait, on faisait papa-maman, hein. On voyait les PNL, on aidait sur les communiqués de presse. On était un peu 360, même le produit. Donc, j'avais un associé qui était technique et qui regardait le code des boîtes, qui faisait des recommandations aussi. Donc, on était vachement hands-on. et qu'est-ce qui a fait que vous avez été legit à ce moment-là, vous, vu que c'était pas assez développé en France? C'était par rapport à Euh, ton expérience que tu avais eue aux États-Unis? alors, mon associé de l'époque, Nicolas Cantu, est un super technologiste. Il est vraiment, il est incroyable. Donc, il est très humble. On connaît pas trop, mais il est exceptionnel. Donc, il y a une légitimité technique avec Nicolas et qui est en plus un très bon orateur et qui explique très bien. Donc ça nous positionnait sur la dimension de légitimité technique. Et après, effectivement, j'avais le réseau de la Silicon Valley qui a beaucoup aidé. Je me tissais beaucoup de relations. Il y avait des gens qui ont migré sur la blockchain et que j'ai pu faire venir soit en mentor. On avait une vingtaine de gros mentors dans l'accélérateur. Et bon, et l'expérience aussi nous a ouvert les portes de pas mal de corpos. Et ma vie d'avant également. Hmm. Trop Comme bien. quoi le networking, ça paye. Ouais. Ouais, ouais, carrément, carrément. Donc, vous créez donc cette première Paris Blockchain Week, c'est ça? À Station F, il y a quoi? 2700 personnes à peu près qui arrivent, c'est 1700. ça? 1700. 1700. Ouais. 1700 personnes. C'est une première réussite pour vous? C'était quoi? Vous aviez des chiffres en tête? Il fallait que ça atteigne un certain nombre pour pouvoir le refaire? C'était quoi Ouais, l'idée? bah fallait déjà que ça marche, que Ouais. le ciel ne tombe pas sur la tête. On n'avait jamais fait d'événement, on avait un autre job à côté. Mhm. Est-ce que on arriverait à avoir les bons speakers? Est-ce que les gens vont venir acheter leurs tickets? Est-ce qu'on aura les sponsors? Donc il y avait l'exécution. Et donc ça c'était super. On a été assez premium, ce qui fait que les speakers et les sponsors étaient très contents. Ils nous ont dit qu'ils nous accompagneraient tout le temps, en fait, dès la première édition. Donc c'était top. Ok. Financièrement, on n'a pas perdu d'argent, donc ça tenait la route. Ouais. Et on était parti, on avait commencé à recruter une équipe pour faire 2020. Et un mois avant, il y a eu le Covid. Covid. Évidemment. Et donc là, ça a été, quand c'est un mois avant, Ouais, c'est c'est compliqué, compliqué. hein. Sur un gros événement comme ça, en plus, Ouais, ça, on ça doit attendait pas être plusieurs simple. milliers de personnes. Mais on a réussi, on a eu de la chance. On était les premiers à utiliser la techno Opin en Europe. Et du coup, ils ont pas mal customisé leur offre pour que ça marche pour nous. Et Ok. on a réussi à avoir 3300 personnes connectées sur 2 jours, avec 8 heures de connexion en moyenne sur 2 jours. Waouh. Waouh, Ça, c'est c'est... énorme. Ouais. Et on C'est avait des gros énorme. speakers, on avait Sizi qui était déjà là, on avait pas mal de gros speakers qui étaient présents en ligne. Et du coup, on s'en est sorti. 2021, pour être honnête, toujours pas de fin du Covid, on a failli fermer Ouais. la boîte. Ah ouais? Là, c'était le moment Bah un ouais, tu peu, vois un pas peu quand ça dur. finit, t'as des salariés, même si t'as le chômage partiel, etc. Au bout d'un moment, ça tient pas. Ouais, ça tient plus, ouais, bien sûr. Mais on s'est dit, merde, ça va bien s'arrêter un jour, et on y croit à fond. Donc on a investi, on a recruté un CEO qui a commencé à structurer une équipe, et on a fait une conférence en avril 2022, qui est, je pense, une des premières confs post-Covid dans la crypto, Ok. qui a été un super carton du jour au lendemain, parce qu'on est passé à, je sais plus les chiffres, on était à 6000, 6500 personnes. Waouh. Et Euh, ça se passait où, ça? et c'était au Palais Brognard. Donc c'était un clin Ok. d'œil Ouais. du nouveau marché à l'ancien marché boursier. Ok. Euh, et ça s'est très très bien passé. C'est Et là, ça génial. nous a donné les moyens, l'énergie pour aller construire une plus grosse boîte qui est aujourd'hui Paris Blockchain Week. Bah, c'était le mois dernier. Sur la semaine, on avait pas loin de 10 000 personnes. Waouh. C'est, je pense, 90% du top 50 des plus gros speakers, des plus grosses techs qui étaient là, mais aussi ouvert au reste de l'économie, la finance traditionnelle. On avait aussi des Goldman Sachs qui étaient là, ou les JP Morgan, Morgan Stanley. Ouais. Ouais. On avait aussi du Mercedes, on avait aussi les marques de luxe. Donc C'est on ouf. essaye d'être une conférence qui a vocation à aider, à contribuer au fait que la blockchain ne doit pas rester qu'un milieu de happy few et un peu de De niche dégénérés, comme ça. Ouais. comme on dit, mais qu'on s'ouvre au reste du monde, et notamment si on veut qu'il y ait une adoption du mass market, bah, ça passe par onboarder les marques qui ont cette audience, en fait. Ouais, Et bien donc on sûr. essaye d'aider, de contribuer au go-to-market Ouais. de ce secteur. Ok, Et alors, qu'est-ce qu'on y retrouve dans cette blockchain, dans cette semaine de Paris Blockchain Week?
Qu'est-ce qu'on a? Ça dure combien de temps? Est-ce que tu nous en dire un peu plus s'il y en a Ouais. qui ne connaissent pas du tout? Écoute, il y a beaucoup d'événements. Donc nous, on en gère quelques-uns, notamment 3 jours de conférences au Louvre, où il y a 400 speakers, 400 médias, 150 exposants. Donc la grosse conf, je dirais, à l'américaine, mais avec la touch française. La Et classe avec des française. verticales, voilà. Et avec des verticales, on a fait une super startup competition qui est, je pense, record mondial. On avait 10 millions de dollars de prix à offrir aux startups. Waouh, C'est waouh, Waouh. monstrueux. Et plus de bien 30 sûr. partenaires, VC, accélérateurs, fonds qui ont contribué. Et OK. tout secteur confondu, hein. Il n'y a jamais eu, je pense, on n'a pas trouvé en ligne une startup compétition qui a eu plus de 10 millions de prix. Waouh, OK. Et du coup, on a eu plus de 900 applications, je crois, Des de startups startups. Ouais. françaises ou Non, pas alors forcément? français, c'était que même pas 10%, je pense. Ah waouh, OK. Donc c'est C'est ça vraiment de ça partout dans le représente un monde. peu ce qui se passe, en France ou c'est pas Ouais, vraiment représentatif? Toi, à ton avis? ouais, bon, bah, c'est très dur de dire, mais si tu me demandes quelle est l'influence de la France sur la blockchain, je dirais on doit peser entre 3 et 5% du marché. Alors je parle Ouais, pas de 3 ou 5% du Bitcoin, mais je dirais du mind share en fait, Ouais, ouais, ouais. pour schématiser. De l'écosystème, ouais. Euh, Et donc pour répondre à ta question, donc on a t'as Tim Draper qui est venu, qui a donné les prix, qui a fait un grand show, qui était retransmis aussi à la télé. Donc voilà, donc on a une grosse offre sur les startups, on a une offre pour les corporates, pour qu'ils se forment en fait avec les plus belles technologies. Euh, on a fait un dîner d'exception pour les VIP sous la pyramide. Donc ça c'est une touche, waouh, dans génial. la touche La premium touche française. de ce qu'on fait. Et tout autour de nous, il y a eu plus de 150 événements. Donc on a aussi géré un hackathon qu'on fait le week-end d'avant. OK. Et après, il y a plein de partenaires ou des non-partenaires ou des associations qui vont profiter du fait qu'on fait venir ces milliers de personnes à Paris pour faire un petit événement, inviter leurs clients Bien sûr. et OK. prospects, etc. dans le cadre de la semaine. Et alors en tant que visiteur, c'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous, mais on est B2B. Donc on B2B est, plutôt. tu vois, si t'es touriste, en fait, il faut que tu sois professionnel ou de la blockchain ou tu veux être un utilisateur actif ou un client actif. Ouais, Après, faut on a être un des acteur de cet enfin, écosystème, acteurs. Ceux qui viennent, ça va être un développeur, ça va être un entrepreneur qui veut lever de l'argent, ça va être quelqu'un qui bosse dans une de ces boîtes de blockchain, ça va être un Ouais, avocat dans la blockchain. Donc c'est très B2B, OK. euh, Ouais. même Moi, si voilà, on a vocation à s'ouvrir notamment avec les autres secteurs, mais on reste pour les professionnels. D'accord. moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est, voilà, tout à l'heure, tu as cité Sizi. Voilà, pour ceux qui ne savent pas qui c'est Sizi, c'est quand même le fondateur de Binance, l'ex-CEO, la plus grosse plateforme de trading. Euh, Comment est-ce qu'on fait déjà pour le contacter? Comment est-ce qu'on le convainc de venir? En plus, c'était votre première édition. Tu nous parles aussi là, de la pyramide du Louvre. Bon, là, vous êtes quand même après, je sais pas, vous étiez quoi, votre quatrième, cinquième édition, donc il y a quand même un peu de temps qui sont passés. Mais comment est-ce qu'on fait pour créer ça from scratch? Et la suite de la Mm. question, c'est parce que quand tu dis Paris Blockchain Week, j'ai l'impression qu'il y a déjà quand même une sacrée brand derrière. Enfin, ça fait vraiment assez classe. Enfin, ça donne envie d'y participer. C'est comme la Fashion Week. Enfin, est-ce que c'est quelque chose Ouais, c'est qui vous a intéressant aidé comme question. justement? Très intéressant comme question. Bah, la première, je t'avoue que ça a été. C'est pas ChatGPT qui nous a chopé Sisi, hein. C'est t'y vas, tu te mets devant la speaker room de toutes on a fait le tour des conférences. Tu vois, tu vas au CES, tu vas devant la speaker room, tu attends que le speaker sorte et tu le baratines. Et en fait, Ouais, tu fais ça tout le temps partout. Tu demandes à d'autres gens de te faire des intros. Et c'est du sales en fait, tu vois. Et tu dois convaincre. Et quand c'est ta première, tu dis, bah écoute, justement, c'est la première. Tu connais pas en Europe, viens, on te fera des intros. Donc on a joué sur le fait qu'on avait quand même du network local. On a présenté aux autorités, tu vois, à Bercy, on a présenté des gens à des gros corpos. Donc on leur dit, si mmh, tu viens, c'est pas juste ton speech devant je sais pas combien d'analyses, parce qu'on sait pas combien on va en avoir, mais on va te faire découvrir l'écosystème local. Et du d'accord, coup, OK. on essaie d'apporter un peu plus que ce que tu devrais juste apporter. Donc, tu mouilles la chemise, en fait, tu vois. Mmh, Ouais. Tu vas trouver, tu vas te dire, voilà, qu'est-ce que tu penses de l'Europe? Parce qu'un jour tu viendras, est-ce que tu as des questions sur l'Europe? Est-ce que tu as un intérêt en Europe? Et tu trouves les angles où tu dis, tiens, il y a peut-être un point d'attaque. Si je le présente au gouvernement qui est en train de mettre en place la législation, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Et donc, on a fait ça. Et alors aujourd'hui, fast forward, effectivement, on a un nom.
Et c'est beaucoup plus facile. Voilà, je pense on accepte peut-être 3 ou 4% des gens qui appliquent d'eux-mêmes, en fait, pour être speaker. Ah waouh, Dans ça les c'est dernières tout semaines, gagnant. t'as des centaines de demandes par jour, en fait. C'est assez dingue. Waouh, Waouh. Et incroyable. pour la marque, c'est une question très pertinente parce que moi, j'ai dû faire pas loin de 10 boîtes dans ma life et c'est la seule où j'ai réussi à créer une marque. Et c'est important parce qu'on a plein de gens qui nous proposent de super opportunités juste pour avoir notre logo. Et ça m'est jamais arrivé en fait. Ah ouais, bien Ouais. sûr, Et donc ça donne des effets de levier sur du partenariat, sur carrément. plein de possibilités qui sont absolument géniales. Et on gratte juste la surface de ce qu'on peut faire grâce au fait d'avoir une marque. Et la marque, on l'a créée, je pense, beaucoup par l'expérience. Enfin, par le positionnement VIP et premium. Hmm. Non, bien sûr. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait apporter à une boîte ou une startup ou n'importe qui d'avoir le logo de la Paris Blockchain Week pour eux? non, mais par exemple, imagine, on a des partenaires, des nanas qui voulaient faire une journée de recrutement dans la blockchain. Et ils se sont dit, bah, ok, si nous on s'appelle jerecrute.com, personne nous connaît. Si je fais une conférence de recrutement dans jerecrute.com, ça va pas le faire. Par contre, si Hmm. je fais dans le cas de la Paris Blockchain Week et avec Paris Blockchain Week, il y a la journée officielle du recrutement, by the Là, way tout de powered suite. by jerecrute.com. Pam, Mhm. tu vois, tu les mets à un niveau, tu sais que ça va attirer, tu sais que tu pourras commercialiser, tu sais que tu vas utiliser le shared love de la marque. Bien sûr, bien sûr. Ok. Est-ce que dans un événement aussi gros, c'est quoi la partie la plus compliquée au final? C'est d'aller chercher les speakers ou c'est d'aller chercher du coup tous les B2B? Parce que j'imagine que tu crées un énorme événement dans un lieu énorme et rien que tu dis qu'il y a Sizi qui vient parler, j'imagine que les gens, surtout qui sont en France, comme tu dis, qui ne représentent pas une énorme part de l'écosystème, enfin, ça a l'air beaucoup plus simple une fois que tu as déjà tes speakers avec toi. Mais est-ce que c'est laquelle la partie la plus difficile? Et est-ce qu'avec les éditions, tu vas chercher les mêmes speakers tous les ans ou du coup tu vas changer à chaque fois? Non, alors, je vais commencer par la dernière question. En fait, on renouvelle bien sûr chaque année, mais tu as des gens que tu as envie d'avoir. C'est comme si tu pouvais Ouais, ça. avoir... parce que dans notre domaine, on a le CEO de Microsoft et de Meta et d'Apple qui vient. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est le patron de Circle, le patron de Ripple, etc. Donc eux, il faut qu'ils reviennent parce que c'est eux qui sont les makers, tu vois, les Bien drivers, sûr, ouais. Ah c'est oui, les ils font baleines de partie, cette hein. Ouais. industrie-là. Donc on a absolument envie qu'ils reviennent. Mais effectivement, déjà pour des raisons d'agenda, t'arrives pas toutes les années à voir tous les gens. Donc tu vois là, on devait avoir les Winklevoss, les frères, ils ont pas pu venir à cause d'un problème d'agenda, mais ils devaient venir. Bon, on espère les avoir l'année prochaine. Donc quand même dans notre roadster, il y a des gens qui ont 2 fois de suite, ont pas pu venir faute de date. Hmm. Et après, on a tu vois, BlackRock il y a 2 ans, ils regardaient pas la blockchain. Maintenant, on espère avoir Ouais. le CEO de BlackRock l'année prochaine. Ouais. Donc on essaie d'être dans l'actualité. La régulation, ça devient un tel topic. Alors on a du mal à voir Christine Lagarde, mais on va pas lâcher. On va réussir à l'avoir. Ok. Et donc non, il faut renouveler, il faut s'adapter aux actualités. Alors, ce qui est pas évident parce que la conf, elle se prépare 9-10 mois à l'avance. Mais Ouais, on est c'est ça. assez J'ai vu que vous agile. avez déjà les dates pour l'année prochaine, etc. Donc c'est quelque chose qui est déjà mis en place. Vous bossez Ben, déjà dessus. t'as déjà 30 salariés qui bossent à fond pour Waouh, avril 2025, quoi. Ouais, on se c'est rend pas énorme. Incroyable. forcément compte. Ouais. Et ta Un an question avant. d'avant, pardon, Raphaël, ta première question, c'était Ouais, allez, c'est quoi chicken la and partie la egg. plus compliquée? Ouais. Ouais. Bah, au début, la première édition, c'était les speakers. Ouais. Euh, je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de plus dur? Je pense que ce qu'il y a de plus dur, c'est la gestion des micro-détails et des problèmes de dernière minute, en fait. Ouais. C'est la logistique et l'opération parce que à un C'est comme un moment on te wedding dit planner en fait. ouais, on va te dire en fait je vais te couper bon t'as ta salle mais je vais te la couper bon en fait je vais te la couper le jeudi matin. Mais je fais comment là et, j'ai ma conf Ouais. mais non mais j'ai un contrat. Non mais on va couper l'électricité, c'est pas grave, t'as qu'à la faire commencer à midi. Ah Ouais. ouais. Tu vois, et on te dit ça 4 jours avant la conf, tu vois, et après tu dois te bagarrer machin. Donc je dirais que la gestion des imprévus et l'agilité, par exemple là on avait Ouais, notre c'est clair. présentateur principal qui nous a lâché, il est tombé malade la veille. Et il Ouais. devait faire 10 Fireside Chat avec les plus gros partenaires, il devait introduire la conf, etc. Et donc là, t'as un coup de jus, tu dois faire en sorte que ce soit smooth, ça se passe bien. Donc je Ok. dirais, maintenant, c'est l'ensemble qui est difficile.
Ouais, que tout Ouais. soit smooth et que tout se Ouais. passe à peu près de manière naturelle. C'est combien de personnes qui bossent aujourd'hui pour cette semaine-là ou à temps plein? Je sais pas, est-ce que vous recrutez Temps beaucoup plein, plus un peu avant la week? ouais. Ouais, alors j'ai pas Comment les ça chiffres, mais je fonctionne ça? pense que. En gros, quoi. Donc là, on doit être à 28 salariés temps plein, je crois. Ok. Ouais. Et quand tu arrives la semaine de la conf, voire à la conf, là, on a plus de 100, ouais, je pense. Ah oui. Vous Ouais. faites appel à des gens, je sais pas, pour la Des logistique, free, des ouais. freelances, ouais. Waouh, waouh, c'est énorme. Alors, je voudrais juste qu'on prenne un petit step en arrière sur tout ce que tu fais maintenant, Paris Blockchain Week, etc. Tu nous as dit que tu as fait plus de 10 boîtes dans ta vie. Donc, quand tu as commencé à faire la Paris Blockchain Week, tu avais quand même pas mal d'expérience. Est-ce que toute cette expérience-là, elle t'a servi énormément pour ne pas faire les mêmes erreurs sur la Paris Blockchain Week? Et Ouais. est-ce que c'est obligatoire aujourd'hui d'avoir de l'expérience, que ça soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié, pour pouvoir lancer quelque chose comme la Paris Blockchain Week Ouais. finalement? Bah, tu sais, moi, j'avais souffert de ce sujet de jeunisme parce que quand j'ai commencé à 21 ans, on me disait: «Tu encore du lait qui coule du nez, va faire tes classes avant de me vendre ton truc» et cetera, tu vois? Donc j'ai vachement Ouais, souffert d'avoir été trop jeune, et ça m'avait marqué et en même temps, j'en ai souffert parce que j'avais pas, fait vraiment de scolarité et que je faisais des conneries sur tous les sujets tout le temps et la ouais. finance et le produit et cetera. Donc je leur raconte une anecdote qui m'a marqué 30 ans après, qui est, tout content, je fais ma première plaquette commerciale que je vais distribuer dans un salon et puis à un moment, il y a un mec un peu âgé qui vient me voir, il fait: «Bon allez, ta petit jeune, je vais t'expliquer un peu la vie. Tu vois ton offre que tu as faite, tu pas rentable là-dessus?» Je fais: «Bah non, je suis pas rentable, c'est un peu une offre d'appel». Je fais: «Oui, mais si tu pas mis de date de limite de validité de ton offre, un mec il peut venir dans 5 ans et te demander la même chose, tu le sais ça?» Et tu vois? Et c'est juste, Ouais. donc il y a cette notion de knowledge, Bien et sûr. donc moi, toutes mes boîtes ont été très difficiles à chaque fois, mais j'ai j'avais pas été entrepreneur au début pour les bonnes raisons. Et donc je pense que les gens qui se posent la question de ou veulent être entrepreneurs, ils doivent se demander: «Pourquoi est-ce que je veux être entrepreneur?» Après c'est fine si même tu as raison, tout le monde l'a pas. Il y en a qui disent: «Bah, parce que moi j'ai de l'ego, je veux être visible partout, je veux avoir ma gueule dans les journaux, que tout le monde me connaisse quand je suis dans la rue et qu'on m'invite aux soirées VIP». Mhm. C'est pas à moi de juger si c'est ça ou pas, mais hem, tu tu dois savoir ce que tu fais. Parce que si tu fais pour l'argent, ce qui est très bien aussi, hem, mais fais-le pour l'argent, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, au début, je l'ai fait plus par revanche. J'avais pas fait, l'école que je voulais, j'étais un peu pas sûr de ce que je voulais faire. Je me suis dit: «Allez, je vais montrer aux autres que je peux y arriver». Ça, c'était mon premier driver et après, c'était un Ouais, peu d'ego. Dès que j'avais un article dans les journaux, machin, quelque part sur le galon ou alors je lève de l'argent, du coup, je pensais que c'était bon, mais je pensais pas à, «Mais attends, mais il me reste quoi dans ma poche?» en fait. Ouais. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à me dire: «Je dois gagner ma vie». C'est ok. sympa, d'avoir sa gueule dans les journaux et de lever de l'argent, mais au final, j'ai quoi pour moi? Et ça, j'ai mis, peut-être, j'ai mis plus de 10, 15 ans à me dire, «Là, Ouais, faut que je gagne de l'argent». Mais le jour où je me le suis dit, je suis devenu une machine, en fait, dans le sens où j'ai regardé mes marges, mon prix, j'étais plus agressif commercialement, je faisais pas de cadeaux, je prenais pas un client pour avoir la référence. J'étais drivé et focus pour faire l'argent. Et c'est pour ça que c'est hyper important de savoir pourquoi on va être entrepreneur, parce que ça donne le focus. Et donc, quand je remonte une boîte, j'en ai fait où j'ai levé de l'argent, j'en ai fait où j'ai pas levé de l'argent. Ma conclusion, c'était: «Je veux plus lever d'argent, je dois faire une boîte qui doit cracher tout de suite». ok. Ce qui est pas Ça change simple. tout. C'est pas ça, mais je te raconte, j'avais fait ça en 2005, on avait fait notre agence, on l'a levé, on est monté de 0 à, je sais pas, 25-30 salariés, de 0 à 12 millions de chiffres, sans avoir jamais levé d'argent. Pas simple, mais on s'est dit quoi? On a chopé les premiers clients, on leur a dit: «Écoutez, on vous fait un peu d'une réduction, mais vous nous payez 6 mois à l'avance». Et en Ok. fait, on a toujours eu plusieurs millions en banque. Ouais, ça te Mais permet ça a de été une gonfler un décision, en petit fait. peu. Ouais. Oui, mais un problème que tu aurais eu, qu'on a eu nous avant, à nous battre pour chaque facture, à devoir quasiment fermer la boîte plusieurs fois dans la boîte précédente, on l'a résolu en 30 secondes en se disant: «Non mais, OK, notre plus gros problème a été le cash. Comment on résout ce problème de cash? On va demander un paiement en avance, on va filer ça en échange». Après tu peux le dire et pas le réussir, mais le fait d'avoir pris cette décision-là a fait que cette boîte a cartonné et qu'en Ouais. plus, on n'avait pas la boule au ventre parce qu'on avait toujours de l'argent. Alors c'est rien, c'est une décision, mais ça change la life. Et du coup, quand j'ai voulu remonter, notamment Paris Blockchain Week, c'est
l'événementiel, c'est quand même très dur, hein. C'est un métier de chien. Ouais, bah oui, Tu bien vois, sûr. vraiment. Tu le fais pour être rentable, en fait. Et euh, donc on a eu ce mindset d'être très cash conscious dès le départ. Et ça, de mon côté, j'ai des associés, hein, mais Ouais, de mon côté, cette intransigeance, elle est venue de mes expériences passées, notamment. d'accord, ok. Aujourd'hui, c'est la Paris Blockchain Week, c'est quelque chose que vous faites payer pour pouvoir accéder au salon. C'est uniquement, c'est ça le business model de la Paris Blockchain Week. Il y a énormément de choses autour. T'as deux sources de revenus. T'as le sponsoring et les tickets. Ok, Et suivant les années, t'as 50-50 ou 70-30 dans tes revenus. d'accord, ok. Génial. J'aimerais trop voir juste un peu à quoi ça ressemble cette Ah bah, Paris il Blockchain Week. faut venir l'année Ah ouais, prochaine. Ouais, on franchement, viendra. dès que je On suis de viendra passage l'année sur Paris, prochaine. je viendrai, c'est sûr. Donc là, il y a un nouveau événement là c'était la première édition, donc c'est le Ouais, Race Summit maintenant, c'est ça? ouais, C'est sur l'aspect IA. Est-ce que ouais, tu ça peux nous en coûte. dire un peu là-dessus? Écoute, on a regardé depuis un petit moment, hein, dès que GenAI est sorti, on a regardé plus activement. On a vu pas mal de similitudes, c'est-à-dire que sur le marché, on n'a pas trouvé de conférence internationale agnostique et premium au niveau mondial Sur l'IA? sur l'IA. C'est un truc Ok. de dingue. T'as soit des trucs super spécialisés pour les scientifiques un peu fous, Mhm. Ouais. soit des trucs très data, mais qui sont pas de GenAI, et une conférence, ou alors c'est la conférence de telle technologie, et c'est que sur cette tech-là, ou tel provider, mais pas Mhm. d'agnostic. Et du coup, on s'est dit, bah, c'est pas normal, donc on va tenter modestement déjà sur une première édition. On va le faire la veille de Paris Blockchain Week, comme on fait déjà venir des centaines de CTO ou des CIO ou CEO qui regardent forcément les deux sujets. Ça nous fait déjà un matelas de participants et de partenaires. Du coup, on le fait la veille. Et on a décidé ça, on l'a lancé en 4 mois. Et en fait, on a fait un carton qui est absolument incroyable. On a eu un retour dingue. On a eu Financial Times qui est venu, CNBC, Fortunes. Wow. Dans les speakers, on a eu Jonathan Ross de Grok, on a eu Shamat Papatia. Et côté français, on a eu Nicolas Dufour. On a eu un line-up Il y absolument a incroyable. tout qui marche du premier coup avec toi, Michael. Ouais, Ouais, mais au bout de 30 ans. Au bout de 30 ans, ouais, d'accord. c'est ouf. Non, en vrai, Euh, ouais, c'est incroyable qu'en fait, enfin, tu as surfé sur l'événement qui était prévu de base pour en créer un autre en parallèle. Justement, c'était ma question. Je voulais savoir si c'était les mêmes process, ouais. que ce soit pour le Paris Blockchain ou pour le. Mais ouais. Même playbook, tu vois, ce qu'on dit aux équipes, on va être l'ouvre level, tu vois. Ouais. Les Hmm. meilleurs speakers, les meilleurs analystes, les meilleurs partenaires. Et donc, en partenaire de la première édition, on a eu Nvidia, Oracle, Amazon, Google, étaient là en partenaire, tu vois. Ouais, génial. Ok. Tesla. Et donc, ça. Et donc, déjà, on est très content du retour et on a déjà booké. On va faire aussi au Louvre, mais une conférence dédiée beaucoup plus grosse, plus de 5000 personnes en juillet l'année prochaine. Ah, trop Ok, bien. Et du coup, génial. on aura, si tout va bien, la plus grande conférence en Europe de blockchain, ce qu'on a déjà, et peut-être la plus grosse conférence en Europe IA l'année prochaine. Waouh, c'est Et formidable. tu Génial. te vois créer d'autres événements. Enfin, au final, là, aujourd'hui, tu fais surtout de l'événementiel. Enfin, j'imagine que tu as d'autres choses. Je sais que tu as un fonds aussi. Enfin, que tu fais d'autres choses à côté. Mais au final, comment est-ce que tu décris ton boulot aujourd'hui? C'est vraiment, au final, c'est créer un événement. Bon, ça reste toujours de l'entrepreneuriat, mais c'est. Ouais, et l'écosystème. Alors, c'est vrai que moi, donc je suis chairman et il y a un CEO et j'ai de la chance d'avoir un peu ce recul. Et j'ai un job qui est top parce que mon job, je vais dans toutes les grosses conférences au monde, je rencontre les speakers là-bas, les partenaires. J'ai la chance avant qu'ils rentrent on stage dans ma conférence, je les vois dans mon bureau et on échange sur le marché. Je leur dis bon bah si je veux faire Paris Blockchain Week ailleurs, dans quel pays tu me considères? Tu penses que c'est Incroyable. bon? Et j'ai l'info qui vient directement des meilleurs. Donc c'est Bien sûr. une relation que tu arrives à créer qui est assez extraordinaire en termes de networking. Et côté startup, la même chose, parce que les startups veulent venir à la conférence, les VC veulent venir, ils veulent se rencontrer l'un l'autre. La startup compétition, j'ai la chance d'être le premier à regarder les decks et les applications Ouais, qu'on bah oui. reçoit. Donc c'est un peu mon cheat code perso, ça me permet d'investir. Et là, tu vois, sur les deux éditions, on aura fait 12 investissements que auprès des top 100 de la startup compétition de la conférence. Ouais. Et C'est ouf. sur Chain of Event, qui est la société qui produit, on a la vocation à aller regarder d'autres pays aussi, toujours sur ces deux techs, blockchain et IA, et peut-être que
dans X années, on fera une conf sur AR, VR ou sur Quantum Ouais. ou sur Climate, je sais pas. Mais Ça, déjà, Trop c'est... bien. voilà, je pense que le focus là, c'est de bien scaler. On peut encore bien optimiser Paris Blockchain Week. On peut vraiment scaler Race Summit. Et si on a ouvert un autre pays, ce qui est notre objectif, c'est déjà pas mal. Ouais. Waouh, Alors, génial. j'ai vu passer une photo récemment de toi et de Sam Altman. Je me suis posé la question si c'était vraiment Sam Altman, mais oui, effectivement, c'était vraiment Sam Altman. Comment c'est arrivé? Enfin, comment Ça, ça mais s'est c'est fait? un truc de ouf. Tu vois, j'ai fait avant d'être dans l'événementiel, j'ai quelque part construit ma carrière dans les conférences, quoi. J'ai toujours fait ça. Avec des anecdotes, je pourrais en raconter plein qui sont hallucinantes. Celle-là est pas mal. Donc, il y a un partenaire qui m'a dit, il faut que tu viennes à Davos. Je fais, mais c'est pas actionnable pour moi, machin. Il fait, mais non, mais il y aurait des trucs qu'il y a, il faut que tu viennes, tu viennes. Je disais, non, 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 il m'a tellement saoulé que j'ai dit, ok. Et en fait, j'ai pris une grande claque. C'est absolument extraordinaire. Et à un moment, donc parce qu'en fait, tu rencontres tout le monde. C'est-à-dire que je suis dans la queue pour entrer dans une salle de conférence. Et c'est un peu long, donc je parle à la fille à côté de moi. Tu fais quoi? Je sais pas, je m'appelle Lynn. Je fais, ok, tu fais quoi? Je travaille au North Stock Exchange. Et je fais, ok, tu fais quoi là-bas? Elle fait, I run it. C'est Lynn, la présidente du New York Stock Exchange. Tu vois, et tu lui parles Ouais. comme ça. Et je ressors de cette conférence, je suis dans la rue, tac, et je tombe sur Sam Altman qui avait juste son garde du corps avec lui. Et je lui dis, bah, je peux marcher avec toi quelques minutes? Il me dit, ouais, bien sûr, pas de problème. Et on parle 10 minutes. Et je pense que si j'avais envoyé 100 000 emails, je lui ai dit, 100 000 emails avec ChatGPT, j'aurais pas eu moins de 10 minutes avec lui. Ouais, Incroyable. certainement. Donc ça, Certainement. voilà. En fait, toi, tu crées la situation. Tu as Ouais. 3 choses ici. Tu as pris le chèque pour aller à Davos, c'était cher et le temps qu'il faut, et c'est une tannée, il faut prendre 2 trains et machin, et il fait froid, et ce que tu veux. Faut pas avoir peur d'aller lui parler, c'est le deuxième truc, parce que si tu le vois, Ouais. c'est tout. Bah ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il nous a envoyé son équipe. On a eu des gens de OpenAI qui sont venus à la conférence. Donc Ah, c'était très génial. sympa. On a créé des relations avec eux. Ok, Et trop après, cool. il faut toujours un peu de baraka. Mais il faut se mettre dans la situation d'avoir la baraka. Ouais. Ah, c'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Aujourd'hui, toi, t'es plutôt IA ou blockchain? Je pense non, je suis les deux. Je découvre l'IA. Je, Ok. techniquement, je Ouais. connais pas. Je suis vraiment dans la découverte, l'apprentissage. On s'est bien entouré en interne pour avoir des gens qui connaissent bien le sujet. Je pense que ça va. Tu vois, sur la blockchain, on a encore très peu de corporates qui viennent, pour être honnête, hein. Je pense que ça doit être 5% de notre audience. Parce qu'il y a Ok. très peu de corporates qui font des projets at scale. Finance plus, mais vrais corpos industriels, par exemple, t'en as très peu qui viennent dans les conférences blockchain. Et aussi, si tu parles à monsieur corporate by default, s'il regarde pas la blockchain, il va pas perdre son job. S'il regarde Mhm. pas IA, il va perdre son job. Ouais. Et du coup, je pense que, tu vois, en termes de largeur et de profondeur de marché, Ouais, pour eux, c'est IA pas va notre. être beaucoup plus gros. Mais il faut faire attention. Tu vois, si tu vas à GAITEX, qui est un peu le CES du Moyen-Orient, je suis allé, c'est gigantesque, plus de 200 000 personnes, un truc comme ça. Du coup, tu vas là-bas, tu as je sais pas combien de milliers de stands, et surtout, c'est marqué AI Inside, tu vois. AI is everywhere. Ah, bien Donc sûr. après, il faut faire le tri. Ouais, de ce qui est vraiment IA, ce qui l'est Ouais. moins, et là où ça peut être intéressant, ouais. Grave génial, trop bien. Trop trop cool. Bah écoute, on a pour finir cet entretien, on a l'habitude de poser quelques questions qui sont un peu plus globales, plus générales sur l'entrepreneuriat. Mais tout d'abord, comment est-ce que tu verrais la Paris Blockchain Week dans les 5 prochaines années, dans 5 ans? Waouh. C'est pas une question simple. Non, mais Surtout moi, là ce où que ça je... va tout vite. Ou l'oreille se mythe, hein. Ça va Ouais, ou vite. le Race Summit. Non, moi, j'ai un rêve, tu sais que... Effectivement, on est cher, tu vois, quand tu achètes notre ticket, ça va le late price pour les startups, c'est 900 euros. Bon, tu peux l'avoir à 300 euros si tu achètes maintenant, mais les gens n'achètent Ouais. jamais tôt, ils préfèrent payer 900 plus tard. Et ça peut monter à 5000 euros. Et en fait, et pour les sponsors, c'est cher aussi, mais parce que le Louvre, c'est cher et que les salariés, tu vois, Bien ça coûte de sûr, bien l'argent. sûr, bien sûr. Et donc, mais en même temps, je pense que mon modèle idéal, tu vois, c'est personne ne paye. Je fais pas payer les participants, je fais pas payer les sponsors. Tu vas me dire, il est fou ou il est philanthrope ou machin. Non. Mais par contre, il y a Tu une prends une commission. subtilité sur tout ce qui se passe. Tu recrutes Incroyable. quelqu'un, je touche une commission. Tu lèves de l'argent, je touche une commission. Tu trouves un client, je touche une commission. Parce que je suis 100% persuadé, j'ai parlé à tellement de gens dans la conférence,
le nombre de deals qui se font quand tu ramènes autant de personnes de qualité dans cet endroit-là, qui investissent du temps et de l'argent pour venir, tu vois. Si Hmm. tu restes quali, tu as la même qualité, si on touchait une fraction des échanges financiers qui sont faits, Ce tu vois, serait ça peut plus être intéressant win-win-win. même. Mais ouais, Bah ouais. beaucoup plus, c'est sûr. Mais ce serait Et ça possible serait de faire ça? win-win-win pour tout le monde. Ouais. Si je te mets un smart contract avec un Ouais. chipset, Ouais, non, ouais, tu peux trouver. je pense que c'est possible un jour. Mais ce qu'on Ça, veut, c'est le nous, c'est... Michael qui est focus sur faire de Voilà. l'argent. Mais après, il y a des trucs plus drôles. Hein. Tu sais, on a des post-mortem, il y Ouais. a des surveys à la fin des confs. Les gens qui nous disent, bah, grâce à vous, j'ai trouvé mon cofondateur, c'est génial tout. Ça fait plaisir. Ou j'ai levé de l'argent à Kim Bah ouais, Draper, carrément. qui était mon idole. Bah, franchement, ça me fait plaisir. Tu vois. J'ai une Ouais, carrément. satisfaction de ça. Bon, après, il y en a des gens qui nous disent, j'ai trouvé ma femme. Ok. Tu veux pas prendre de commission là-dessus, là, par Non. contre. Non. Trop bien, trop bien. Moi, j'ai une autre question qu'on a l'habitude de poser. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait lancer une boîte? Enfin, il a vraiment ça en lui, il a vraiment envie de se lancer, créer une société, mais il n'a pas forcément d'idée, il n'a pas forcément, je sais pas, il n'a pas forcément trouvé d'associé. Toute sa famille, tous ses amis lui disent, faut que tu travailles d'abord. Vraiment, on va aller sur le profil. C'est quelqu'un qui sort de l'école. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, aujourd'hui, après une si longue Bah, carrière? moi, je crois que j'ai jamais créé une boîte tout seul. Ouais. Et j'ai beaucoup de respect pour les solo-entrepreneurs parce que, en fait, tu peux pas décrire ce que tu vis à quelqu'un d'extérieur. Il n'y a que ton associé qui peut le comprendre. Donc je dirais, dans le cas de figure que tu me donnes, c'est effectivement d'essayer de chercher le co-founder. Et donc pour ça, ben, va à toutes les confs, assiste à tous les meet-up, intéresse-toi. Peut-être qu'il y a un sujet qui va sensibiliser plus que l'autre. C'est l'IA, la blockchain ou machin. Tu vas dans tous les meet-up, tous les machins. Tu deviens bon. Sois un peu vocal sur les réseaux, c'est les autres qui vont te contacter. Ouais. Moi, par exemple, tu vois, euh, quand j'ai contacté Nicolas et qui j'ai monté l'accélérateur, bah, j'avais commencé à poster pas mal de contenu, etc. Il en postait aussi. On s'est échangé là-dessus. Puis un jour, on dit on va se voir. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, en fait. Et donc, je dirais, si tu pars d'une feuille blanche, bah, éduque-toi et il y a forcément un ou deux trucs qui va résonner. Commence à être vocal et à bien comprendre, à aller dans tous les événements autour de ça, et tu vas rencontrer des like-minded people. Et le fait de le faire avec quelqu'un, ça va te donner aussi le coup de motivation Hmm. que tu n'as peut-être pas encore, ou de te dire bah, ça vaut le coup de m'affranchir de ce qu'on me dit de ne pas faire. Ouais. Donc je dirais ça, peut-être le cofondateur, ça peut être la clé, mais il faut bien choisir. Faut bien choisir, ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu aurais un message d'encouragement ou peut-être un message d'inspiration avec tout le recul que tu as maintenant sur l'entrepreneuriat que tu souhaiterais transmettre à nos auditeurs plus ou moins jeunes? Moi, je pense que encore une fois, c'était un autre monde. Hein. L'Internet venait de naître, quoi, tu vois. Donc, Ouais. c'est pas la même chose, mais le fait d'avoir commencé tôt, voire trop tôt, ça m'a pas forcément servi. Pas aller à l'école, j'ai pas su lire un PNL avant je sais pas quel âge, tu vois. Mhm. J'ai pas les règles de base du légal qu'il fallait que j'ai, ou de la gestion de contrat. Donc en fait, il m'a manqué d'énormes trucs qui m'ont fait faire plein de conneries dans ma life. Donc je pense qu'avoir 2-3 ans d'expérience, c'est bien, mais je le modulerai parce que maintenant, en fait, tu tapes sur ChatGPT, il te raconte la life d'un entrepreneur de A à Z. Donc c'est Mhm. très, 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 très différent aussi. Mais en tout cas, perso, il m'a manqué un peu de connaissances avant de me lancer. D'accord. Ok. Et après, je pense qu'il faut être très ambitieux, très agressif. Et Ouais. Pas lâcher. get Requin un shit petit peu. done et donne. Non, c'est juste. On croit qu'on a le temps quand on est jeune, mais en fait, ça passe quand même très très vite. Ouais. Et, euh, et donc, je pense qu'il faut être ambitieux, faut réduire ses roadmaps, faut done is better than perfect, tu vois. Mhm. Ouais. Faut y aller, Je quoi. pense. Ouais. Faut y aller. Ok. Très clair. Est-ce qu'il y a-t-il un entrepreneur que tu aimerais voir assister à notre podcast, La Voix de l'entrepreneur? Ah. Quelqu'un que tu as en tête, quelqu'un Non, qui... ouais, vous connaissez, quelqu'un que j'aime beaucoup qui fait. Patrick Amiel? Ah Je non, pense que il on faut connaît absolument que vous pas. regardiez. Donc c'est de ma génération d'entrepreneurs. Il avait créé une plateforme qui s'appelait Wango qu'il a vendue à Vivendi. Et aujourd'hui, il a créé une sorte de extrêmement gros startup studio où il crée des startups mais avec des corporates.
Ok. Ok. Donc, il applique toutes ces méthodes qu'il a appliquées lui-même pour ses propres boîtes. Et maintenant, il crée des boîtes en utilisant les ressources des corporates pour essayer de faire des projets de très grosse ampleur. Il s'appelle Je comment pense ce que startup studio? 3-2-1 Founded. Ok. On va On va aller regarder ça. regarder ça, ouais, bien sûr. On a hâte. Trop bien. Et enfin, dernière question préférée, je crois. En plus, c'est d'autant plus intéressant que toi qui rencontres énormément de gros entrepreneurs, si tu pouvais poser une question à un entrepreneur de ton choix, peu importe qui, tu lui poserais quoi comme question et ça serait qui surtout? Bah, qui, je pense, ça serait Elon Musk. Ouais. Je pense que ma question, ce serait What's next? Ouais. Ouais. J'avoue, c'est vrai qu'il a un peu tout Juste fait. pour avoir un petit grain de folie qui apparaît. Ouais, c'est génial, c'est génial. Bah, ouais, franchement, il y a tellement de questions qu'on aimerait lui poser à ce gars-là. C'est assez impressionnant, assez impressionnant. Trop cool. Écoute, merci beaucoup, Mickaël. Voilà, merci d'avoir été avec moi Plaisir. aujourd'hui. Entre tous tes rendez-vous, on le sait, on l'a dit, tu fais énormément de choses. Moi, j'ai que hâte, je sais pas toi, Raph, mais d'aller à la Paris Blockchain Pas Week. Blockchain Week. Franchement, ça donne trop envie. Vous Ah, serez invité. ouais, c'est trop Merci. cool. C'était vraiment un super entretien. Là, je sais pas si, Mickaël, tu as un petit mot de la fin, là, que ce soit pour des gens que tu connais, la communauté LVDLE, peu importe. Non, mais c'est super. Enfin, vous créez des vocations, j'en suis sûr. Essayez de traquer. Je pense que vous pouvez. Ce serait de la même manière que nous, on a un feedback de notre audience après les conférences. Je pense que c'est pas mal que vous mettiez aussi un petit sondage pour savoir ce que les gens ont appris ou pas et ce qu'ils deviennent en fait. Ouais, Parce Ouais. que moi, je suis sûr que fast forward votre émission 100, vous aurez créé des vocations et que c'est notre rêve. une phrase qu'aura dite un des entrepreneurs aura changé la vie d'entrepreneur et ça, c'est magnifique. Ouais, bah, franchement, c'est notre rêve. Voilà, on l'a dit dans quelques entretiens avant. C'est C'est vrai que notre mission, ouais. c'est notre mission. Voilà, vraiment, on aimerait Bravo. vraiment arriver là. Trop bien. Merci, Mickaël. Merci, Raph. Merci, chers auditeurs, voilà, d'être là. Comme d'hab, si vous êtes encore là, écoutez, un petit like, un petit commentaire, voilà, que ce soit sur les plateformes, sur les réseaux, ça nous aide énormément. Voilà, comme je vous l'ai dit, on est aussi sur les réseaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, un peu de partout. Vous nous retrouvez, c'est facile, La Voix de l'entrepreneur, LVDLE. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un tout nouvel épisode. Voilà, un dimanche sur deux, on est toujours là. On se retrouve pour un tout nouvel invité. Plein de belles histoires sur l'entrepreneuriat comme on a eu aujourd'hui. Merci à tous, salut, à très bientôt.